Je vous présente, j'ai l'honneur de vous présenter notre ami ambassadeur Ndayishimiye Jean-Marie Vianney qui va nous aider à décortiquer certains points de l'actualité en rapport avec la diplomatie ce soir. Ambassadeur Ndayishimiye Jean-Marie Vianney, bonsoir. Bonsoir, cher frère Aloïse Simunga. Je suis heureux, comme tous les jours, de vous accueillir dans le studio de Radio Urumuri. Ça faisait longtemps qu'on s'est parlé devant nos amis. Je vois que vous êtes en forme, donc je suis heureux d'être avec vous en bonne forme ce soir. Bien, merci. Effectivement, ouais, que je suis en bord de Loire. C'est un paysage que j'aime beaucoup. Ça fait plus de 20 ans qu'on regarde ce paysage. De temps en temps, on pense aussi à notre pays d'origine, le Rwanda. Mais pour l'instant, la côte de Loire, là, ça fait aussi du bien d'être dans un paysage pareil. En bonne forme, comme vous dites. En bonne forme. Voilà. Ceux qui ne sont pas vraiment en grande forme, et pour entrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, ce sont nos amis qui sont en Ukraine. Comme vous suivez bien l'actualité, là-bas n'est pas bonne. Et il y a là-bas plein d'Africains, plein de Rwandais. Si je me souviens bien, on parle de 56 ou voire même plus de Rwandais qui sont en Ukraine, la plupart des étudiants. Et depuis que l'Ukraine justement a été envahie par la Russie, il y a les bombardements, mais aussi il y a des comportements, malheureusement, qui ne sont pas favorables à nos amis qui sont là. On a parlé, disons, d'exclusion ou d'actes de racisme, de comportements de racisme envers nos amis. Lorsqu'ils étaient avec les autres, en partant, c'est pour l'exil, parce qu'ils devaient se rendre en Pologne pour fuir les bombardements. Mais ils ont été mis à part et on les a empêchés tout simplement de prendre les trains, comme les autres, pour aller en Pologne. Ça, c'est un. Pour ceux qui ont eu la chance d'arriver à la frontière ukraino-polonaise, ils ont été encore une fois devant une autre épreuve parce que les Polonais ne voulaient pas qu'ils entrent sur leur territoire et ils les triaient carrément parce qu'ils avaient une certaine couleur de peau ou alors voilà. Donc on ne peut pas dire qu'ils sont en pleine forme aujourd'hui. Ils ne sont pas en forme du tout. En fait, ils sont trahis, doublement trahis pour certains. Je dois ici rendre hommage à tous les pays africains qui ont, par exemple, essayé d'aider, de secourir leurs nationaux. Je citerai l'exemple de la Côte d'Ivoire qui a envoyé des bus, même s'il y a eu des problèmes sur la route, mais la Côte d'Ivoire a essayé d'aider les Ivoiriens d'Ukraine. Vous avez parlé d'une cinquantaine de Rwandais présents en Ukraine. En fait, il y en a plus. Ceux dont nous avons connaissance, c'est ceux qui sont protégés par le gouvernement rwandais, les boursiers. Mais sinon, il y a des Rwandais qui vivent en Ukraine, des anciens boursiers du Rwanda, anciens, qu'on ne retrouve pas, dont on ne retrouve pas les traces à ce jour. Alors, je vais déjà... En parlant d'hommage, c'est un devoir, hein, mais il y a à New York, par exemple, il y a des ambassadeurs ou des représentants de pays africains qui ont osé dénoncer cette situation, alors que d'autres ne faisaient que soutenir le gouvernement ukrainien, ce qui est une bonne chose aussi, sans nécessairement condamner l'autre partie, l'autre côté russe. Mais il y a des ambassadeurs qui ont clairement dénoncé cette situation de racisme à la frontière. Une autre chose à dénoncer, c'est l'attitude de la presse occidentale. Il faut le dire aussi. Je ne suis pas en train de prendre parti pour la Russie qui a envahi et qui occupe une partie de l'Ukraine, non.
mais je suis la presse, en France notamment, où on est en train de parler de bons et de mauvais réfugiés. C'est-à-dire que il y a une certaine presse, je ne vais pas citer la chaîne, mais à plusieurs reprises, j'ai entendu ça, où il disait qu'il fallait absolument aider les Ukrainiens pour qu'ils viennent en France, que par contre, les Africains, ce serait imprudent de les faire venir parce qu'ils resteraient. Alors que les Ukrainiens sont des Européens qui souhaitent rester dans leur pays, mais que donc il faut les aider. La Société nationale des chemins de fer, la SNCF en France, a même envoyé des trains pour transporter gratuitement les Ukrainiens, ce qui est une bonne chose, c'est une très très bonne action humanitaire. En revanche, comme justement les Africains d'Ukraine sont considérés comme de possibles immigrés ou de migrants qui vont rester, j'ai peur qu'on ne les accepte pas dans ce convoi et ce serait la honte du monde occidental si on devait faire le tri entre les bons et les mauvais réfugiés, entre les bonnes victimes et les mauvaises victimes. Les Africains peuvent se faire bombarder, on ne les accepte pas à la frontière polonaise, alors que les Ukrainiens, ce qui est une bonne chose, j'insiste, on les fait venir, on envoie des trains pour les transporter gratuitement. Donc, le seul appel que je peux lancer au gouvernement français et aux autorités françaises, puisque je suis en France, le même appel évidemment s'adresse à la Belgique, à l'Allemagne et aux autres, c'est qu'on s'occupe aussi de ces Africains. Les gouvernements africains, on le sait, n'ont pas les moyens d'aller à la frontière ukrainienne pour aider leurs ressortissants. Alors que la France a les moyens, l'autorité et l'autorisation d'envoyer des trains pour transporter ses compatriotes, ou même par avion. Donc, c'est vraiment un appel. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai reçu encore, vous avez dû la recevoir, la vidéo qui montre un appel au secours d'étudiants africains qui sont bloqués à la frontière ukrainienne entre l'Ukraine et la Pologne. Ou alors, tout simplement, qu'on ne laisse pas sortir d'Ukraine. Et il s'avère que malheureusement, le groupe néo-nazi, effectivement, que certaines autorités russes ont dénoncé, apparemment, ils sont mêlés à cette affaire. Ils ne veulent pas que les Noirs viennent dans les mêmes bus que les Ukrainiens. On les sort carrément des bus, on leur refuse l'accès aux bus et aux autres moyens de transport. On leur dit, écoutez, si vous voulez aller traverser, vous y allez à pied, mais pas avec les autres. C'est vraiment, c'est pas un coup de gueule parce que nous sommes dans une situation quand même tragique hein, où des gens sont en train de mourir à la guerre ou des civils qui sont bombardés sans qu'ils ne sachent exactement d'où viennent les bombes et pourquoi d'ailleurs. C'est peut-être un appel au secours d'un Africain français pour les Africains congolais, ivoiriens, rwandais et autres bloqués en Ukraine et donc soumis aux aléas de cette guerre. Voilà ce que je voulais dire à ce propos. Merci, Ambradin Ndagijimana, Jean-Marie Vianney. C'est vrai, Radio Rumuri aujourd'hui a quand même une pensée pour ceux qui souffrent de ce racisme alors que derrière eux ou au-dessus d'eux pleuvent des bombes. Nous lançons vraiment un appel à tout humain, de faire ce qu'il peut pour secourir un temps soit un peu selon ses moyens. Vraiment, c'est malheureux parce que nous sommes tous humains et le sang est rouge pour tout le monde. La diplomatie, vous dites que de la part des Africains, elle a été un peu frileuse sur ce point. Il y a certains braves qui ont pu quand même faire quelque chose comme vous venez de l'indiquer. Mais revenons à nos compatriotes rwandais, justement, qui, à présent,
Je vais vous faire écouter ce qu'a dit le porte-parole du gouvernement. J'ai essayé de suivre son discours, mais il y a certaines choses que je n'ai pas bien saisies. Peut-être que vous allez nous aider à le décortiquer justement. Je passe donc ce discours du porte-parole du gouvernement rwandais Jusqu'à maintenant, et nous allons voir si le Rwanda est parmi les braves qui ont secouru les leurs, ou alors s'ils sont parmi ceux qui ont été impuissants ou incapables de faire quoi que ce soit pour leurs ressortissants. Voilà, je vous laisse écouter, suivre ce discours du porte-parole du gouvernement rwandais. Jusqu'à maintenant, actuellement, là, au moment où on parle, le gouvernement rwandais est en contact avec 86 personnes. En général, ce sont des étudiants qui sont en Ukraine, dans différentes universités. Et parmi ces 86 personnes, nous avons leur contact, email adresse, numéro de téléphone. Nous savons que parmi ces 86 personnes, aujourd'hui, il y en a 51 qui ont déjà traversé la frontière avec la Pologne. Et une des personnes est partie en Hongrie. Donc, nous dirions que pour le moment, ces 51 personnes sont en bonne santé, ils sont tranquilles, ils ne sont plus stressés. Comme ceux qui sont restés en Ukraine, qui ne peuvent pas bouger, il y en a encore 15 qui sont dans des endroits où il y a encore une bataille entre l'armée russe et l'armée ukrainienne. Il y en a 15 qui sont bloqués, qui ne peuvent pas bouger, qui sont donc obligés de vivre comme tous les autres Ukrainiens. Quand il y a des missiles qui passent, quand on est en train de bombarder, ils sont obligés d'aller dans des caves pour se cacher, dans les métros, pour se protéger des bombardements. Il y a, parmi les 86 personnes, il y en a 9 qui sont à la frontière, qui attendent pour traverser. Mais ça peut prendre du temps parce qu'il y a beaucoup de gens qui fuient le pays. Et puis, il y en a encore 11 qui sont en chemin vers la frontière et c'est trop long parce qu'en général, ils sont à pied. Ça ne sert à rien de continuer à utiliser les voitures parce que les routes sont bloquées. Bon, pour le moment, nous avons encore de la chance parce que parmi les 86 personnes, aucune n'a été blessée ou tuée. Et on espère que ça va continuer comme ça. Les seules difficultés qu'ils ont, c'est à propos de l'argent qu'ils peuvent avoir. Les banques sont fermées, les machines, on ne sait pas, ils ne savent pas retirer, ou s'ils peuvent retirer, c'est des montants déterminés. Et puis, il y a ce problème de transport, parce que même si tu as une voiture, même si tu as du carburant, les routes sont bloquées. Et puis aussi un problème d'électricité. De temps en temps, on parle avec certaines personnes, et puis quand on essaie de les rappeler, les téléphones sont coupés parce que les batteries sont à plat. Mais en général, les 86 personnes, on connaît leur situation. Et le plus important dans tout ça, c'est que personne n'est blessé et personne n'a été tué. Bon, pour ceux qui ont déjà traversé, il faut qu'ils sachent qu'en Pologne, le gouvernement polonais a décidé que chacun pourra rester sur le territoire que durant 2 semaines. Donc, ils ont 15 jours pour pouvoir être rapatriés au Rwanda. Donc, on est en train de collecter toutes les informations. Peut-être qu'il y en a qui vont vouloir rester en Europe. Il y en a qui vont vouloir attendre pour retourner en Ukraine quand la guerre sera finie. Mais pour ceux qui veulent, ils vont pouvoir rentrer sur Kigali. Et donc, on est en train de collecter toutes les informations. Il faut savoir que la plupart de ces étudiants, c'était des étudiants qui avaient des bourses privées. Donc, on est en contact avec les familles pour pouvoir trouver des arrangements pour qu'ils puissent revenir ici au Rwanda en sécurité. Ils sont aidés par l'ambassade du Rwanda en Allemagne, qui est chargée aussi de l'Ukraine. Il y a l'ambassade du Rwanda en Pologne, où les Rwandais sont en train d'aller en traversant la frontière. Et puis, il y a l'ambassade russe. Il y a aussi des agents de l'ambassade de la Pologne qui sont rwandais en Pologne, qui sont à la frontière, qui attendent
les Rwandais qui arrivent. Mais en général, il y a aussi une collaboration entre les ambassades africaines. Par exemple, s'il y a un Rwandais qui tombe sur les agents de l'ambassade de l'Afrique du Sud, automatiquement, l'Afrique du Sud va être en contact avec l'ambassade rwandaise pour échanger les informations et échanger les personnes qui sont accueillies. Bon, c'est normal que les familles soient stressées, mais je leur donnerai un conseil de ne pas suivre les rumeurs, qu'ils entrent en contact avec le ministère des Affaires étrangères, qu'ils entrent en contact avec les ambassades pour avoir des informations qui sont correctes parce que, comme je l'ai dit, l'ambassade en Allemagne, c'est elle qui collecte toutes les informations, c'est elle qui met à jour toutes les informations et c'est fait d'une façon régulière. Donc, oui, c'est stressant, mais d'un autre côté, on a la chance d'avoir par le gouvernement rwandais des informations qui sont correctes et fiables. Voilà, c'était donc Mukura Linda, le porte-parole du gouvernement rwandais. Ambassadeur Ndagijimana Jean-Marie Vianney, vous avez été ambassadeur dans différents pays. Vous avez été diplomate partout dans le monde. Certainement que vous avez dans une ambassade des instructions de comment se comporter devant une telle situation, parce que c'est une situation qui n'est pas dans les activités de tous les jours. Donc, il y a des instructions donc, de l'ambassade, de comment l'ambassade doit se comporter. Il y a les instructions à donner aux ressortissants dans un tel cas. Il faut mettre des moyens, je crois, pour les atteindre dans le meilleur cas possible. Et il y a aussi des actions à faire, vraiment des actions pour les secourir. Je voudrais un peu que vous nous expliquiez si ce que dit notre ami porte-parole du gouvernement rwandais est vraiment suffisant. Moi, personnellement, je suis resté sur ma soif pour ce qu'ils font précisément pour tel gens. Les actions, je ne les ai pas vraiment entendues. Alors, comment se comporte une ambassade devant un tel cas? Est-ce que notre diplomatie fonctionne comme il faut dans de tels cas? Bien, je mentirais si je disais que Mukura Linda n'avait pas raison, qu'il a tort ou qu'il a raison, parce que ce qu'il décrit là, c'est effectivement l'attitude normale d'une ambassade. Lorsqu'il y a une période ou une situation de crise, l'ambassade qui représente le pays dans la circonscription ou dans la juridiction qui est la sienne, elle doit s'adapter. Parfois, elle le fait avec des moyens qu'elle n'a pas, ou alors elle cherche à trouver ses moyens, d'autant que dans plusieurs des cas, la capitale n'intervient pas vraiment de manière efficace. C'est-à-dire que, vous voyez, des étudiants qui sont en Ukraine, qui sont peut-être boursiers du gouvernement rwandais ou de l'Ukraine, hein, le pays de résidence, eh bien, quand ils ont des soucis pareils, on ne peut pas leur envoyer de l'argent parce que, comme l'a dit Alain Mukura Linda, les banques ne fonctionnent pas, ne sont pas ouvertes, les guichets automatiques ne sont peut-être plus disponibles. C'est des gens qui sont laissés à eux-mêmes. Le premier souci pour ces étudiants, qu'ils soient rwandais ou ivoiriens ou congolais ou angolais ou gabonais, le premier souci, la première préoccupation, c'est d'abord de ne pas se faire tuer, c'est-à-dire de survivre. Personnellement, je n'ai jamais servi dans des juridictions où il y avait une situation de cette ampleur. Oui, en Éthiopie, on était en situation de guerre, mais la plupart des Rwandais étaient dans la capitale, à Addis Abeba. Et ils étaient en permanence en contact avec l'ambassade parce que même s'ils avaient
quasiment tous le statut de diplomate, hein, que ce soit les diplomates de l'ambassade, les agents de l'OUA ou des Nations Unies, ou d'ONG présentes, hein, ou des étudiants, parce qu'il y en avait aussi, ou de stagiaires. Ils étaient en contact permanent avec l'ambassade pour que nous puissions intervenir dans le meilleur des cas en leur faveur. Mais on n'était pas sous des bombardements, il faut le dire. On avait de temps en temps des exécutions de gens derrière l'ambassade ou derrière même ma résidence, hein, par ce qu'on appelait les kabélés à l'époque, c'est-à-dire des chefs de cellules, des jeunesses qui travaillaient pour le parti de Mengistu et qui exécutaient les gens parce qu'ils avaient violé le couvre-feu ou tout simplement parce qu'ils étaient considérés comme des ennemis. Les Tigréens, à l'époque, c'était la guerre. Le même TPLF, les Tigrés, les Érythréens, souvent, il y avait des soucis. Mais ça ne concernait vraiment pas les Rwandais qui ne violaient pas le couvre-feu. En revanche, après minuit, il fallait prendre les risques. Une balle était vite partie. En France, j'ai servi en période de guerre, de 90 à 94, mais la guerre était loin, elle était au Rwanda. Et puis, en 96, lorsque les Rwandais se sont dispersés partout dans le monde, je n'étais plus dans les ambassades. En revanche, j'ai travaillé comme... je me suis installé dans un pays africain et ceux qui sont passés dans ce pays-là savent ce qu'on y a fait. Comment on intervenait pour aider les Rwandais qui étaient retenus à l'aéroport, qui avaient des passeports, des faux passeports pour essayer de survivre. Ceux qui arrivaient sans moyens, Bref, je crois que le schéma tracé ou décrit par Alain Mukuralinda, c'est le bon. Dans une situation comme celle de... Moi, je suis resté sur ma soif parce qu'il n'a rien dit, par exemple, des Rwandais, que vous avez mentionné d'ailleurs, qui ne sont pas bien rattachés à l'ambassade, donc qui n'ont pas... voilà, je pense qu'ils arrivent aussi à la frontière avec les autres. Mais, alors, comme vous le savez, ceux-là sont considérés comme des ennemis par le gouvernement rwandais. Donc, ils ne vont pas aider leurs ennemis. À la limite, ils ne se soucient pas de ce qui va leur arriver, quoi. Ils ne les connaissent d'abord pas, tout simplement. Mais j'imagine que s'il y a un Rwandais réfugié vivant en Ukraine, s'il va à l'ambassade, j'espère qu'ils ne vont pas le chasser comme le font les extrémistes de droite qui ne veulent pas que les Africains s'embarquent dans les bus. J'espère bien. En revanche, j'aimerais aussi, tout à l'heure, vous nous avez fait, non, ce n'est pas vous, c'est une vidéo que j'ai vue. Dans le cas de détresse, est-ce que l'ambassade ne peut pas lancer un message ou tendre la main à ceux qui ne sont pas inscrits à l'ambassade, dire, parce que moi, personnellement, je l'ai entendu de la part d'autres ambassades, notamment européennes, dans des cas de guerre, où ils disent à des radios, ils utilisent tous les moyens tous les médias pour dire que tous les ressortissants, inscrits ou non inscrits à l'ambassade, parfois ils disent qu'ils vont chercher partout s'il n'y aurait pas d'autres qui ne sont pas reconnus à l'ambassade. Parce que parfois, on va faire une visite, on ne s'annonce pas à l'ambassade du pays où on est allé en tourisme, je ne sais pas, parce qu'à cause des distances, à cause de... ce sont ceux-là qui devraient aussi être concernés par le mot de son porte-parole, je pense. Non, vous avez raison, mais... On a reçu les 86, nous avons le chiffre de 86, il y en a 15 qui sont... Mais cette précision dans ces calculs, ça m'a fait tilt. Non, c'est-à-dire qu'il a parlé de personnes connues à l'ambassade ou par les ambassades. C'est sûr. Maintenant, il serait effectivement souhaitable que le gouvernement rwandais s'occupe aussi des Rwandais, même s'ils sont réfugiés, qu'on pense d'abord au sauvetage dont ils ont besoin. Après, on verra s'ils sont des ennemis du pays, comme on le dit souvent à Kigali. Et c'est peut-être aussi des occasions pareilles, devraient être aussi l'occasion
de tester la volonté de réconciliation. Un gouvernement, quel qu'il soit, a le devoir effectivement d'ouvrir ses portes à ses ressortissants, même s'ils sont réfugiés ou ils sont dans l'opposition. Vous avez vu dernièrement la présidente de la République fédérale de Tanzanie, quand elle est venue à Bruxelles, elle a reçu le principal opposant à son gouvernement dans une très bonne atmosphère. Ça, c'est un signe de grandeur. C'est un signe de grandeur, c'est un signe de volonté d'unifier les Tanzaniens. Donc, personnellement, je ne veux pas faire de procès d'intention non plus dans ce cas-là, parce que je ne suis pas au courant de tout ce qui se passe. Peut-être que parmi les 86, il y a des Rwandais réfugiés ou des Rwandais juste de passage. Donc, on ne va pas faire de procès d'intention ni à Alain Mukuralinda, ni au gouvernement rwandais pour cette fois-ci. Attendons d'être bien informés. En revanche, ce que j'aimerais aussi que Kigali fasse, c'est suivre la voie tracée par ses homologues, ses collègues du Gabon, de Côte d'Ivoire, pour élever la voix aux Nations Unies, pour dénoncer le racisme qui est pratiqué à l'endroit et à l'égard, à l'encontre des ressortissants africains en Ukraine. Il faut que, c'est vrai, on puisse appeler à la fin de la guerre, mais les Africains doivent aussi élever le ton pour dénoncer ce racisme pratiqué par la police ukrainienne et polonaise. On a vu, c'était des Polonais d'un côté, des Ukrainiens qui empêchaient les Africains de prendre place dans les bus. On l'a vu. Donc, il faudrait que ce soit dit, que le gouvernement ukrainien qui appelle au secours pour ses citoyens, pour les habitants de la Pologne, de l'Ukraine, qu'il pense aussi aux ressortissants des autres pays qui vivent dans ce pays. Et le Rwanda devrait suivre l'exemple du Gabon. Je suppose qu'ils l'ont fait. Hein. S'ils ne l'ont pas fait, ce serait vraiment très dommage. Oui, nous parlions justement de cette frilosité à condamner de tels actes inhumains, tels que ces actes de racisme. L'Union africaine, nous savons que ça ne fait pas 2 semaines que l'Union africaine a rencontré l'Union européenne à Bruxelles. Mais de telles situations ne sont pas vraiment à prévoir et n'y aurait-il pas moyen vraiment d'essayer de... Parce que ce ne sont pas ces actes pendant la guerre, mais il y a des actes aussi de racisme dans la vie de tous les jours des ressortissants africains. Mais cette question ne vient jamais sur la table quand ils se rencontrent comme ça. Voilà, j'affiche le communiqué, donc la déclaration de l'Union africaine sur les mauvais traitements infligés aux Africains qui tentent de quitter l'Ukraine, comme vous pouvez le lire. Et c'est une bonne chose, je trouve. Je ne vais pas la lire, mais je l'affiche. C'était pour qu'on sache que l'Union africaine a réagi à cette situation. C'est bien de faire une déclaration, mais justement, ambassadeur de Guinée, Jean-Marie Vianney, est-ce que ça ne devait pas, parce que c'est récurrent, hein, il y a toujours des actes, bon, on dirait peut-être qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose, mais au moins en parler. Et je n'ai jamais entendu cette question sur la table chaque fois que les Africains rencontrent les Européens. Peut-être vous qui êtes allés dans les conférences, dans les réunions de grande envergure, est-ce que vous avez jamais entendu une telle chose entre les Africains et les dirigeants européens? Parce que... Vous savez comment ça se passe lorsqu'il y a des problèmes de ce genre? Alors, quand il y a une crise, qu'elle soit régionale ou internationale, mais qui touche aux intérêts occidentaux ou européens ou français,
Dans certains cas, ce qui se passe, c'est que très rapidement, que ce soit à New York, que ce soit à Addis Abeba, ou que ce soit dans nos capitales, l'ambassadeur de France, l'ambassadeur des États-Unis, l'ambassadeur d'Allemagne et les autres, eh bien, ils font le tour de tous les autres ambassadeurs, surtout africains, parce que les choses sérieuses se passent aussi à New York, c'est-à-dire qu'il y a vote lorsqu'il s'agit de faire passer des résolutions. Eh bien, moi, j'ai connu des cas où certains ambassadeurs occidentaux venaient nous dire, écoutez, nous sommes des amis, vous savez que vous bénéficiez de notre aide dans tel domaine, eh bien, il faut nous soutenir. Il faut nous soutenir sans concession, sans nuance. Voilà la position que votre pays doit adopter. S'il y a un vote à l'OUA ou aux Nations Unies, ce que je vous dis, c'est la réalité. Hein. À plusieurs reprises, le français passait, il allait voir l'ambassadeur du Rwanda, celui du Cameroun, du Congo, du Burundi et de tous les autres. Et après, quand nous faisions la récapitulation entre collègues, eh bien, c'était le même message de fermeté, d'amitié, disait-il aussi, en nous disant nous souhaitons que vous votiez dans tel sens. Alors, un pays comme le Rwanda, pour revenir à ce cas précis aujourd'hui, je pense que le Rwanda ne pourra jamais voter contre une résolution proposée par les pays de l'Union européenne. C'est impossible. C'est bien que le Rwanda ait de bonnes relations avec les pays européens, avec l'Union européenne, mais je pense que cela a dépassé un certain niveau d'amitié ordinaire. Hein. C'est devenu un partenaire prioritaire et privilégié. Et compte tenu des contrats qu'il y a entre le Rwanda et l'Union européenne, en ce qui concerne les opérations de paix, en ce qui concerne tout simplement la récupération des réfugiés africains de Libye ou d'ailleurs, en ce qui concernera probablement bientôt la cession de la formation des armées africaines à celle du Rwanda avec le financement de certains pays européens. Dans beaucoup de domaines, le Rwanda est devenu le petit chouchou de l'Union européenne. Donc, avec tous ces moyens de pression, ça développe l'amitié, bien sûr, hein, on s'en glorifie, mais s'il faut qu'un pays renonce à ses valeurs, entre guillemets, juste pour faire plaisir aux autres, je pense qu'en ce moment-là, on peut même oublier ses compatriotes. On peut ne pas, par exemple, dénoncer le racisme pratiqué par un pays qu'on veut partenaire comme l'Ukraine, parce que l'Ukraine, le processus actuel, c'est que l'Ukraine entre dans l'Union européenne. Il y a une demande Il n'y a pas que l'Ukraine, il y a aussi la Pologne. Je ne sais pas si je suis alarmiste, mais je trouve malheureux que la Pologne, qui était assise, ça fait 2 semaines avec l'Union africaine, ne puisse pas avoir quelque chose sur laquelle on peut se baser et une certaine obligation de suivre quand même un certain comportement donc qu'on aurait parlé dans des rencontres Union africaine et Union européenne. Mais la Pologne, bon, elle ne se sent pas engagée de quelque manière que ce soit à la frontière. Ce sont les agents. Ils peuvent trier, mettre les Africains à côté et la Pologne ne s'en excuse même pas. C'est ça qui me chiffonne. Alors là aussi, je ne vais pas faire de procès d'intention parce que la Pologne voit arriver des centaines de milliers d'Ukrainiens d'abord. Parce que bien sûr, nous parlons de ces quelques dizaines ou centaines d'Africains, mais il y a des centaines de milliers de pauvres Ukrainiens qui arrivent blessés, sans rien du tout. En plus, avec la frustration d'avoir perdu leur pays, parce que quand on sort d'un pays en guerre, on ne sait pas quand on peut y revenir. D'avoir perdu des membres de famille. Donc là aussi, je ne ferai pas de procès d'intention à l'égard de la Pologne. Déjà, qu'elle ait accepté d'ouvrir ses portes
à tout le monde, c'est une bonne chose. Maintenant, ce qui se passe à la frontière, les policiers qui peuvent pratiquer un racisme non autorisé par leur gouvernement, c'est une autre paire de manches. Mais là aussi, nous devons nous adresser à la Pologne et aux autres pays d'ailleurs, parce que y en a qui passent par, qui font tout pour accéder à la mer Noire et partir. Hein. J'ai appris qu'il y a des Africains qui se sont dirigés vers le sud pour prendre un bateau ou pour aller en Turquie ou je ne sais où. Donc, tout ça, c'est... En fait, il faut qu'on porte la question du traitement des Africains à la frontière ou à l'intérieur de la Pologne, de l'Ukraine, pardon, à l'attention de l'autorité suprême ukrainienne, sauf que le président, vous l'avez vu, il dit que peut-être il ne sera plus en vie sous 24 heures, donc il a aussi sa pression, la pression de sa famille. C'est vraiment très, très difficile mais les actes de discrimination qu'on a vus, auxquels on a assisté à la frontière, ça, il faut le dénoncer. Mais on ne peut pas condamner la Pologne d'avoir pratiqué le racisme. Ce serait trop tôt et peut-être injuste à son égard. Moi, j'ai des Rwandais que je connais qui sont en Pologne. Pour l'instant, ils sont très bien là-bas. Ils ne sont pas inquiétés, y compris en cette période. Merci, ambassadeur de Jean-Marie Vianney. C'est vrai que jusqu'à présent, il y a des Rwandais qui sont bien accueillis en Pologne, mais je pense que des actes comme cela, et en cas de détresse, une action significative du gouvernement qui prend connaissance de tels actes, je pense que ça ne serait pas surplus, parce que ces gens-là, ils ont le même statut de fugitifs de la guerre, quelle que soit la couleur de la peau, quelle que soit la... C'est quelque chose qui... si mais il faut peut-être distinguer deux aspects, parce qu'il y a des Africains à qui on empêche de sortir d'Ukraine. Ils n'arrivent même pas à la frontière, en fait. Donc, les groupes d'extrême droite, hein, les racistes, néo-nazis, les empêchent de passer. Parce qu'ils disent qu'il crée un embouteillage, ils laissent passer d'abord les Ukrainiens. Maintenant, il y en a aussi qui sont bloqués à la frontière polonaise. Alors qu'ils ont traversé, ils ne peuvent pas accéder aux moyens de transport. Mais la Pologne ne chasse pas les Africains systématiquement pour qu'ils retournent en Ukraine. C'est surtout les milices ukrainiennes qui font ça. En fait, c'est ambigu. Si, quand même. Hein, j'ai vu les deux. J'ai vu les deux. Et dans l'alerte, la demande l'appel au secours lancé par un étudiant que je viens de recevoir tout à l'heure, il dit qu'on les empêche de sortir d'Ukraine. Même si on affirme officiellement qu'ils ont le droit de partir. Hein. On les empêche aussi d'entrer sur le sol polonais. J'ai le reportage. C'est ça, c'est ça. Donc, ceux qui entrent, dont je parle. Voilà, il y en a qui sont déjà en Pologne, mais qui n'ont pas le droit de prendre les moyens de transport qui sont destinés aux Ukrainiens ou aux Polonais ou aux Allemands. C'est un troisième cas. Oui, c'est ça, exactement. C'est dommage, c'est dommage. Maintenant, on ne va pas non plus se focaliser que sur les Africains. Je crois que toutes ces personnes-là, les centaines de milliers de Polonais qui sont plutôt d'Ukrainiens qui sont déjà en Pologne, ou d'autres qui ne peuvent pas sortir d'Ukraine, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens de bouger, eh bien, nous devons penser à tous ces gens, mais en gardant l'œil ouvert, en gardant l'œil ouvert et en dénonçant tous les dérapages. Ce n'est pas parce qu'on est attaqué par la Russie qu'on a le droit de pratiquer le racisme à l'égard des Africains. Ça, c'est un message à envoyer aux Ukrainiens. Et puis, parler aux Polonais, effectivement, aux Allemands ou aux Français qui envoient à la SNCF. Est-ce que la SNCF va prendre les ressortissants africains au même titre que les Ukrainiens? Selon les explications que j'ai vues à la télévision, ça ne serait pas le cas. C'est des trains réservés aux Ukrainiens ou aux Français. Et non, j'aimerais bien qu'on me dise que je me trompe,
Et c'est tout ce que je souhaite. Je souhaite me tromper sur ce point-là. De toute façon, c'est un appel qui doit être vraiment entendu. Et d'après les informations que je suis actuellement, les Européens quand même essayent d'organiser l'accueil de ces Ukrainiens qui fuient les bombardements. Là, j'espère que justement dans cet accueil, nos frères africains obtiendront aussi la clémence, l'accueil équitable avec les autres fugitifs. Voilà, donc je pense que nous avons fait le tour de ce sujet, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter. Sinon, je voudrais qu'on parle aussi de la sous-région des Grands Lacs pour ne pas abuser de votre temps. Eh bien, allons-y, hein. Qu'est-ce qu'il y a de neuf? Voilà. J'ai eu justement un petit accident. Il y a des fichiers qui ne s'ouvrent pas sur mon ordinateur principal. Et ça m'ennuie parce que je ne sais pas les partager. J'avais préparé une partie du discours du président Félix Tshilombo Tshisekedi lors de la 10e conférence des pays sous la charte d'Addis Abeba, donc les pays pour la sécurité des pays des Grands Lacs, et surtout l'est du Congo, de la RDC. Donc, dans ce discours, le président du Congo, je vais paraphraser, avait dit que, en parlant des groupes qui déstabilisent la sous-région de l'Est du Congo, il a cité notamment les ADF, hein, là c'était connu, et ils essayent, donc l'armée congolaise et l'armée ougandaise se sont jointes pour se battre avec les ADF au nord du Kivu. Mais ils ont parlé, ce n'est pas lui tout seul, d'ailleurs, même le représentant de l'Union européenne a parlé aussi des groupes qui ont ressuscité, qu'ils avaient neutralisés, mais qui ont repris les activités ces derniers temps, notamment le M23, hein, on le sait. D'ailleurs, ce groupe de pays, cette entente est née pour aller chasser le M23 de l'Est du Congo. Ils l'ont bien fait. Certains se sont réfugiés au Rwanda, d'autres se sont réfugiés en Ouganda. Et dans leur discours, les chefs d'État qui ont pris la parole, notamment Museveni, notamment Félix Tshilombo Tshisekedi de la RDC, ils ont fustigé justement la reprise des activités du M23 parce que très officiellement, ils avaient parlé que ce groupe était soutenu par le Rwanda. Et la reprise des activités de ce groupe ne peut passer sous silence, ne peut passer inaperçu et on ne peut pas se poser la question sur le rôle du Rwanda. Alors, le président Kagame l'a mal pris, je pense. Il n'était pas dans, ce 10e sommet, mais il a suivi certainement. Et avant-hier, quand il y avait, le président Paul Kagame a saisi l'occasion lorsque il prenait la parole dans une, je ne sais pas comment on appelle ça en français, prayer breakfast en anglais. Donc,
il a dit clairement pendant plusieurs minutes que ceux qui viennent lui pointer du doigt sa personne, ceux qui critiquent, ceux qui osent critiquer Kagame, ceux qui parlent donc il se fait victime de chantage, ça a pris vraiment beaucoup de minutes en parlant comme ça. Et les gens se sont demandé, mais ils n'ont rien fait, les autres, ses amis, ils n'ont fait que dire les faits comme ils sont. Alors, je pense que ces pays amis du Rwanda ne peuvent pas taire des choses que le Rwanda a fait, qui sont prouvées, qui sont... alors, pourquoi le président Kagame devrait... il a utilisé des mots très forts hein, que je ne peux même pas utiliser ici à la radio. Il dit que quand il dit ça, il a l'intention de leur dire boucler là ou je ne sais pas, des mots de ce genre. Mais on s'est dit, mais la région, elle n'est pas vraiment sortie de l'auberge si les relations des dirigeants de la sous-région sont encore à ce stade. Ça vous a choqué certainement, vous aussi. Je crois que ça n'a pas passé inaperçu de votre part. Alors, je voudrais qu'en passant, vous disiez quelque chose de ces relations qui sont actuellement... bon. Moi, la première chose que je vais dire, le premier constat que je fais, c'est l'absentéisme du président Kagame dans le concert des nations, surtout des pays de la région d'Afrique des Grands Lacs et d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe. Les grandes dernières réunions, les sommets qui se sont tenus dans la région, eh bien, il les a boycottés systématiquement. Alors que précisément, le premier point qui était à l'ordre du jour, c'était la sécurité et la paix dans la région. Comment comprendre qu'un pays comme le Rwanda ne se préoccupe pas de paix ou de sécurité aux frontières? Au moins, de manière égoïste, il devrait penser à la sécurité aux frontières du Rwanda avec ses voisins. Mais même ça, il préfère décider tout seul, lancer des menaces à ses voisins, au président et au chef d'État de la région, des menaces directes, comme il nous y a habitués. Il y a un problème dans notre pays. Le président Kagame, qui est chanté, loué par certaines capitales occidentales, qui est présenté comme un modèle, qui est devenu la référence de certains pays occidentaux, européens en particulier, de l'Union européenne, qui le couvre de cadeaux, qui lui signe des chèques à tout bout de champ. Ce président-là, il faut qu'il essaie de découvrir sa véritable nature. Le président de notre pays, Kagame, il a des soucis. Il a vraiment un problème. Malheureusement, ces gens ne comprennent pas directement le Kinyarwanda. Ils se font traduire ces discours. Mais nous qui les suivons, nous pensons que notre chef d'État a un problème. Il a un gros problème. Un ego surdimensionné. Il n'est pas poli avec ses homologues. Quand il parle du président Tshisekedi, c'est comme s'il parlait d'un petit. Voilà, d'un petit. Quand il parle de Museveni, c'est un vieux qui n'a plus de valeur. Des fois, il dit des choses agréables en disant que le Burundi, lui, oui, c'est un pays ami, alors que la veille, c'était un pays ennemi. Il utilise des termes comme pays ennemi en parlant de ses voisins. Donc, le premier constat, c'est ce refus de participer
aux conférences, aux sommets organisés dans la région pour parler de la sécurité régionale. Revenons à la dernière conférence de Kinshasa, où on devait étudier les actions qui ont été réalisées et celles qui restent à réaliser dans le cadre du mécanisme de suivi d'Addis Abeba. Ce n'est pas normal parce que le Rwanda était au centre de ce mécanisme. On sait qu'il y a des populations rwandaises qui sont au Congo, dont certaines sont des réfugiés civils, mais aussi d'autres qui sont armés. Ce sont nos compatriotes, et nous devons le dire, il y en a qui sont armés pour se protéger, pour protéger leurs familles, pour protéger les réfugiés rwandais en RDC. La RDC le sait. Tout le monde le sait. Mais c'est un problème à l'avenir pour notre pays. Kagame lui-même l'a dit il y a 2 semaines en disant « Oui, mais nous allons faire la guerre à la RDC avec ou sans son autorisation. » Il l'a dit de manière claire en disant « Nous n'avons pas à attendre que la guerre vienne sur notre territoire, nous sommes un petit pays, et donc nous allons porter la guerre dans ce grand territoire du grand voisin Congo. » Mais lorsqu'on veut parler de la question, y compris la question touchant au FDLR, Kagame snob les camarades, les homologues, il ne va pas au sommet de Kinshasa. Il a peur de quoi? J'ose espérer que ce n'est pas une question de sécurité physique, parce que Kagame n'est pas menacé à Kinshasa. En revanche, je pense justement qu'il ne veut pas prendre ses responsabilités, il ne veut pas que les autres lui disent leur rôle négatif qu'il joue dans la région, aussi bien vers le nord avec l'Ouganda, l'est de la RDC, les deux Kivu, puisqu'il est à la fois à Uvira et dans le nord Kivu, parce qu'il entretient une rébellion burundaise à Uvira et dans les hautes montagnes, les hauts plateaux. Il le sait, et il sait que s'il va à ces sommets des chefs d'État, ses homologues vont lui poser des questions. Et donc, il ne veut pas les entendre, il ne veut pas qu'on lui dise la vérité. Mais ça finira comment? On ne peut pas se comporter comme une autruche tout le temps. Il y aura un jour où il sera obligé d'ouvrir les yeux, de regarder ses homologues dans les yeux et s'expliquer. Il ne peut pas entretenir des guerres en permanence. D'ailleurs, c'est ce que le président Tshisekedi lui a dit, en fait. Le président Tshisekedi a dit un pays de la région ne peut pas continuer à entretenir la guerre sans s'attendre à des conséquences. Aujourd'hui, le Congo est peut-être moins organisé qu'il ne le faudrait, mais les choses peuvent changer. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Kagame pourra entretenir sa présence forcée contre la volonté du peuple congolais et du gouvernement congolais dans l'est de la République démocratique du Congo et dans l'Ituri? Ce ne sera pas possible. En fait, c'est ça la clé de toute cette histoire. Oui, il refuse, je parle du président Kagame, il refuse d'aller chercher des solutions pacifiques avec ses co-dirigeants, ses collègues, les homologues, hein. Ses homologues présidents et organisations internationales. Mais chez lui, il dit qu'il ne devait pas parler du Rwanda. Et il veut résoudre les problèmes par le bout du fusil. Donc, il y a ceux qui veulent traiter les problèmes de façon pacifique, et le président Kagame, lui, qui ne veut qu'entendre la parole du fusil, de la voix du fusil. C'est pourquoi je dis la région n'est pas sortie de l'auberge, parce que les efforts de résoudre les problèmes de façon pacifique, il les boycotte. Et quand on parle de son rôle, il rentre chez lui
au lieu de parler avec ses homologues, il profite de certaines petites occasions de prayer breakfast pour dire non, pourquoi, quand ils le disent, j'ai envie de leur dire shut up, fermez-la. Bah, ça, c'est un président qui va continuer à poser des questions, des problèmes dans la sous-région. Parce que je ne sais, est-ce que vous espérez vraiment que cette situation va changer pour clôturer? Alors, je ne vais pas paraître trop optimiste, hein, mais mon petit doigt, celui-là, il me dit qu'il y a des changements à l'air, hein, parce que déjà, à écouter Paul Kagame parler, à voir comment il parle, son body language, notre président a vraiment des soucis. Et je pense qu'il a, y compris parmi ses amis européens d'ailleurs, hein, parce qu'aujourd'hui, ses amis, c'est des Européens qui ne veulent pas creuser un peu pour savoir ce qui se passe au Rwanda et dans la région. Je crois que tout le monde commence à savoir qui est Paul Kagame. Vous avez remarqué, cher Aloïse, que Paul Kagame commence à parler de Dieu. Il se confie à Dieu dans ses discours. Mais ce n'est pas possible. Paul Kagame, qui à l'époque disait que Dieu, ce n'est pas important, que le Dieu des Rwandais, c'était le FPR, son parti. Aujourd'hui, il est même passé à la phase de dire qu'il espérait se retirer pour un repos bien mérité. Il a dit ça, si je ne me trompe, oui, dans oui, le même discours. Discours. Oui, en invoquant Dieu, le Tout-Puissant. Vous imaginez le président Paul Kagame se confier à Dieu, lui qui dit qu'il ne croit pas à Dieu, et a souhaité partir, a souhaité se retirer du pouvoir, il a dit. Hein. Maintenant, en fait, il pensait à 2024, je pense, aux prochaines élections, en disant cela. C'est en 2024, hein, non? Oui. Les prochaines élections, c'est bien en 2024. Et donc, je crois qu'il se sent un peu lâché par... D'ailleurs, le bruit que faisaient les députés ou les autres qui étaient dans la salle, hein, ça laisse... ça montre que tout le monde n'était pas tout à fait d'accord. Il y en a même qui rigolaient un peu en disant, mais il est en train de jouer quelle scène, ce président. Il n'était pas le Kagame que nous connaissons. Donc, dans la région, il sait que Museveni ne mord pas à l'hameçon de cette façon. Il sait que le président Tshisekedi, que certains pensent ou prennent pour un, je ne sais pas, un diminué, un homme sans intelligence, ce qui n'est pas vrai du tout. Moi, je suis prêt à parier que le président Tshisekedi est un homme qui a tout compris. Tout compris. C'est pourquoi il laisse Kagame parler, insulter, et puis à la fin, lui, il fait un discours officiel, responsable. Le discours du président Tshisekedi était un discours responsable. Moi, personnellement, je l'ai aimé. Il a adressé un message fort à ses homologues de la région, et en particulier au président Kagame, sans l'insulter, sans lui manquer de respect, parce qu'ils n'ont pas la même culture. Ça aussi, il faut le dire, il faut vraiment reconnaître à Tshisekedi d'avoir suivi cette voie-là. Et c'est comme ça qu'on se fait entendre par ses homologues et par la communauté internationale. Vous pensez que lorsque Tshisekedi vient à Paris ou à Bruxelles, ou quand il va à Dakar, quand il va ailleurs, vous croyez qu'il ne parle pas des questions et des problèmes de son pays? Vous pensez qu'il ne montre pas du doigt l'origine des problèmes de la RDC? Bien sûr que oui. Le président Museveni, quand il était il y a 2 semaines à Brazzaville, avec Sassou Nguesso, avec le président togolais, avec le président Ndayishimiye, vous pensez qu'ils n'ont pas parlé du président Kagame? Bien sûr que si. Et là aussi, il a boycotté le Bien sommet. sûr. Il ne veut pas rencontrer ses homologues, il ne veut pas rencontrer les autres chefs d'État. Ce n'est pas par peur de dire pour sa sécurité. Il n'a pas peur d'un coup d'État parce qu'au même moment où les autres sont en conférence,
Lui, il va jouer au football à Dakar. Vous qui savez lire dans le milieu de la diplomatie, comment ces homologues prennent ce boycott? C'est un manque de respect? Ils ne disent rien, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne savent pas tout. Et les Rwandais ont un proverbe que j'aime bien, même si je n'y adhère pas totalement. Les non-Rwandais, je vais leur traduire ce proverbe-là, ils disent « Il me cache qu'il me déteste et moi je lui cache que je le sais. Amhisha kwanyanga, hamuhisha kombizi » ou quelque chose comme ça. Eh bien, les autres Africains se comportent exactement de cette manière. Ils savent tout. Mais quand ils sont avec le président Kagame, c'est des tapes dans le dos, cher frère, comme l'a dit d'ailleurs le président Tshisekedi. Tshisekedi s'en est étonné. Il dit, nous, Africains, on se dit, frère, mon frère a tort et à travers. Les Européens, eux, ne se disent jamais mon frère, mais ils font des choses ensemble. Chez nous, c'est ça. Parce qu'ils savent qu'ils ne les aiment pas, mais ils lui cachent à Paul Kagame qu'ils le savent. Et puis un jour, ce sont les Rwandais qui vont trinquer. Et nous allons trinquer, cher frère Aloïse. Parce que ce que le Rwanda est en train de faire à ses voisins, ça finit par une guerre. Regardez ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. Vous pensez vraiment qu'il y a une question de haine? Non. Il y a des frustrations qui s'accumulent pendant des années, des années. Un peuple qui est frustré, qui dit « c'est à cause de cela que nous ne sommes plus ensemble. C'est à cause de ce... » Et puis après, ça se termine en guerre. Et nous, on ne souhaite pas qu'il y ait une guerre ouverte entre la RDC et le Rwanda, alors que les Congolais, eux, vivent une guerre ouverte, quotidienne, qui vient du Rwanda et qui tue les populations congolaises. C'est tout ce que je peux dire sur la situation actuelle. Donc, nous, le devoir de nous, en tant que Rwandais, même si on est des réfugiés, mais aussi les Rwandais qui vivent à l'intérieur du pays, notre devoir, c'est tout faire pour que le président Kagame, s'il veut se suicider, qu'il parte seul, mais qu'il n'entraîne pas le Rwanda et les Rwandais dans des guerres insensées qui ne nous rapportent rien. De toute façon, on sait que même les pillages des ressources minières du Congo ne profitent pas à la population rwandaise. C'est à cette nomenclatura, en fait, ce sont les élites du FPR qui en profitent. Donc, qu'on cesse de nous dire, oui, mais si le Rwanda ne pille pas les ressources du Congo, ce pays ne survivra pas, c'est un pays pauvre. Oui, mais attendez, avant Kagame, le Rwanda vivait en paix avec la RDC. En fait, le Rwanda n'a pas besoin d'aller piller les ressources du Congo pour survivre, ni pour alimenter son budget. Il suffit de vivre en paix et de signer des contrats d'exploitation, mais avec de bonnes intentions. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Battons-nous pour que la situation ne dégénère pas. Battons-nous pour que le Rwanda redevienne le Rwanda qu'on a connu et qui vive avec ses voisins en paix. La paix à l'intérieur, mais aussi la paix à la frontière. Voilà. C'est pas demain la veille et c'est ce que je voulais dire quand je disais que la région n'est pas sortie de l'auberge. Merci pour cette conclusion, ambassadeur Ndagijimana Jean-Marie Vianney. Et je vais profiter de cet instant pour dire bonjour à Joseph ou bonsoir à Joseph Matata parce que je vois, je sais qu'il a une autre émission dans la foulée. Oui, c'est mon hôte. Bonne chance. Il vient pour une autre mission. Voilà. Et lui aussi, il a bien suivi la fin de notre émission. Et nous allons parler aussi de l'attitude de notre président, justement. Et si vous avez du temps, après notre émission en français, donc suivez Radio Omori. Je vais absolument suivre cette émission. Et de toute façon, les émissions que Joseph donne ou auxquelles il participe, je les suis régulièrement. Et merci à vous tous.
Merci, ambassadeur d'Egimana Jean-Marie Vianney, pour nous avoir aidé à comprendre beaucoup de gens, beaucoup de choses de l'actualité diplomatique, que ce soit en Ukraine et dans notre sous-région des Grands Lacs. Nous espérons que vous serez encore des nôtres à une autre invitation. Oui, d'ailleurs, je vous invite aussi à suivre les émissions de La Voix des Grands Lacs, parce que c'est une petite chaîne sœur de Radio Urumuri. Parfois, on développe ce genre de thème et les gens commencent à aimer ça. En français. Moi, aucune émission ne...